semaine deux sujets qui vont nous intéresser, le diagnostic à l'international et le commerce international présenté par Benoît de Desjardins. Nous avons 160 inscrits sur cette édition. On va débuter à 10 h pile. On est actuellement une soixantaine en ligne. Donc, on va attendre encore un petit peu. Juste vous indiquer que le webinaire sera enregistré et qu'il sera disponible en rediffusion soit sur la chaîne YouTube de la Chambre, soit sur une page dédiée qui sera très prochainement en ligne. Je vous invite aussi, si vous avez des soucis techniques, à écrire dans le chat. On a quelqu'un qui va pouvoir regarder ça avec vous. Et pour toute question sur les sujets, il y aura une période de questions à la fin de chaque sujet. Et je vous invite à les inscrire dans la partie Q&A en bas de votre écran. On essaiera de répondre à un maximum de questions. On va attendre encore 2 petites minutes avant de débuter. Tout simplement pour attendre un maximum de personnes. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avions 160 inscrits à ce webinaire. On est actuellement à peu près 70 en ligne. Cette semaine, donc la 3e édition du Café Export, on va aborder 2 sujets, le diagnostic international que je vais vous présenter et le commerce international que Benoît Marcoux de Desjardins vous présentera un petit peu les différents services qui sont à votre disposition chez eux et comment gérer un petit peu cette crise au niveau de vos activités à l'international. Le webinaire est enregistré, il sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre et très prochainement sur une page web dédiée au Café Export. Si vous avez des questions, nous avons le Q&A en bas. Il y aura une période de questions sur laquelle on répondra sur les questions qui ont rapport au sujet précédent. On a à peu près 5 minutes de questions pour chaque sujet. On va commencer comme d'habitude sur les actualités. On basculera sur le diagnostic international. Donc, vous allez être avec moi une bonne partie de la matinée. Et ensuite, Benoît nous fera une présentation sur le commerce international. On va pouvoir débuter, je pense qu'il est 10 h. Pour commencer, déjà, comme chaque semaine, je tiens à remercier les gouvernements qui nous financent et qui nous permettent de diffuser et qui soutiennent le Café Export, donc le gouvernement fédéral avec Développement économique Canada et le gouvernement du Québec avec le ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, cette semaine, l'agenda. On va passer à l'agenda. Comme chaque semaine, on commence toujours avec un petit 10 minutes d'actualité internationale, quelques mises à jour de nouvelles gouvernementales sur les 3 paliers, des bonnes nouvelles, tout un tas de bonnes choses. Et ensuite, 2 sujets, le diagnostic international, donc comment réévaluer ses activités à l'international, surtout dans un contexte de crise, et le commerce international, traverser la crise, préparer la reprise, de Benoît Marcoux de Desjardins qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce café. Tout de suite, on va commencer avec le retour sur l'actualité de la semaine, les mises à jour gouvernementales. Donc, BDC et EDC ont mis au point un programme de crédit complémentaire aux entreprises. Donc, le programme s'appelle PCE. Vous avez tous les détails dans le lien hypertexte, encore une fois, juste pour vous rappeler un petit peu, sur toutes les nouvelles qu'on vous annonce, vous allez recevoir la présentation par la suite et il y a des liens des hyperliens cliquables sur chaque nouvelle. Juste pour vous dire que sur ce programme spécifique du PCE, la Chambre de commerce aura un webinaire le 24 avril à 14 h avec EDC, BDC et vous aurez tous les détails dans ce webinaire. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce programme, à suivre ce webinaire.
L'économie canadienne en recul de moins 6,2% selon le FMI. Donc ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle de la journée. Ça, c'est les estimations du FMI qui sont quand même à modérer, je vous dirais, avec les projections de la BDC qui sont un peu plus. J'ai pas les chiffres de la projection de la BDC, mais en tout cas, ils sont à modérer. Donc ça, c'est la projection de la croissance de l'économie enfin de la décroissance pour le coup, du recul de l'économie sur 2020. La Ville de Montréal va présenter très prochainement un plan de relance économique début mai. Donc, ça a été annoncé lors d'une intervention de la mairesse au webinaire en début de semaine à la Chambre. On est impatient de voir un petit peu quelle va être la relance économique que va présenter Montréal et comment ça va impacter les entreprises localement et sur leurs activités internationales. Et enfin, un article qu'on a trouvé très intéressant sur l'entreprise en temps de crise, les mutations vers un modèle d'affaires plus durable. Donc ça, c'est plus pour vous inciter à regarder un petit peu ce qui se fait en termes de pivot et de comment vous pouvez un petit peu améliorer vos activités et les faire pivoter. Tour du monde. Donc, pour rappel, le tour du monde, on essaye d'aller prendre des nouvelles un petit peu sur l'ensemble de la planète, de voir un petit peu qu'est-ce que disent la presse et autres littératures sur l'international et de voir un petit peu quelles sont les nouvelles actuelles du moment. Donc, la semaine dernière, on avait dit que l'Union européenne n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un plan de relance. Cette semaine, on annonce qu'ils font 500 milliards d'euros de prêts, de plans de relance, dont 200 milliards de prêts pour les PME. Donc ça, c'est si vous avez des activités internationales qui touchent l'Europe et l'Union européenne spécifiquement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait quand même un bon soutien au niveau des PME. C'est toujours à suivre, je vous dirais. La semaine dernière, encore une fois, on a parlé d'économie résiliente. Je vous invite à soit revisionner ou aller voir la source qu'on avait citée la semaine dernière, mais il est clair que les économies les plus résilientes vont être celles à cibler en premier dans la relance. Donc, se tenir au courant de comment sont soutenus vos futurs partenaires, vos partenaires actuels ou vos potentiels clients, etc. C'est toujours intéressant de savoir dans quel état économique ils sont quand vous les approchez. Le FMI prévoit une récession mondiale de 3%, donc ça fait un peu d'écho sur la récession du Canada. Je vous dirais que ce que j'ai lu aussi, peut-être pas dans cette news, mais il prévoit une baisse de 30% des activités internationales de façon globale. Donc, pas forcément une bonne nouvelle pour 2020, mais effectivement, on peut s'y attendre quand même au vu de l'actualité du moment. Le G7 favorable temporaire à la suspension du paiement de la dette pour les pays pauvres. Donc en fait, tout simplement, les pays pauvres vont bénéficier d'un moratoire pour traiter la pandémie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et puis c'est important de le mentionner. Je le trouvais. L'Asie du Sud, pire performance économique depuis 40 ans. Ça, écoutez, l'Asie, on a dit que c'était un marché à surveiller. C'est les premiers marchés qui vont sûrement faire la relance. Étant les premiers touchés, c'est forcément les premiers à sortir du Covid. Néanmoins, l'Asie du Sud a été moins touchée que des pays comme la Chine, le Japon ou même la Corée. Et de ce qu'il est dit, c'est qu'il est possible qu'il y ait soit une première vague un peu plus intense pour eux ou une seconde vague. Et puis, c'est des pays qui fonctionnent beaucoup aussi sur l'économie touristique. Donc, peu optimiste sur l'Asie du Sud, malheureusement. En tout cas, tenez-vous au courant si vous avez des activités là-bas ou projetez de faire des activités internationales dans cette zone. Et enfin, Covid-19, la mondialisation réinversée. Écoutez, cet article, en fait, il dit quelque chose qu'on est tous un petit peu conscients, c'est-à-dire que la mondialisation, comme elle était avant la crise, et même évolué déjà. On sentait un vent de relocalisation de certaines chaînes d'approvisionnement, d'un shift, je vous dirais, vers plus de qualité et plus de fiabilité. L'article dit simplement que ça va renforcer cette tendance et qu'il est très possible que
les entrepreneurs à travers le monde soient beaucoup plus sensibles à avoir une chaîne de production locale, à maîtriser beaucoup plus leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne de distribution. Je vous dirais que c'est quand même une bonne nouvelle, même au niveau des activités internationales. Je veux dire, la concurrence se fera peut-être un peu moins sur le prix, mais un peu plus sur la qualité et sur la fiabilité. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les entreprises ici, je vous dirais. Et ensuite, les bonnes nouvelles de la semaine. Les bonnes nouvelles, bien évidemment, la Chine qui fait des essais cliniques sur 2 vaccins. Donc, bien évidemment, tout ce qui touche aux vaccins reliés au Covid, c'est une bonne nouvelle puisque ça va nous permettre de sortir de la crise très rapidement. La rouverture des commerces en Autriche. L'Autriche vient de réouvrir ses commerces mardi. Je vous dirais que c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ce qu'on constate après 2 jours de réouverture, c'est qu'il n'y a toujours personne dans les rues et que les gens ont peur quand même de sortir. Ça nous indique aussi que la reprise économique, la relance économique ne va pas se faire de façon exponentielle et qu'elle va plutôt se faire tout doucement. Même chose pour l'Espagne qui assouplit ses mesures de confinement. Les gens commencent à retourner au travail. Ça, je vous dirais, c'est les premières réouvertures au niveau de l'Europe. On a du côté des États-Unis des projets de réouverture aussi, à mon sens peut-être encore hypothétiques. Mais on suit ça de près. L'Europe réouvre ses commerces, réouvre ses activités. Donc c'est une bonne nouvelle pour les activités à l'international. Un peu plus local, Amazon Québec, donc pour stimuler l'achat local, ça fait un petit peu écho au panier bleu. La seule différence de Amazon Québec, c'est que ça veut un site transactionnel sur l'achat local. Donc c'est un petit peu moins international, je vous dirais, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour solidifier l'économie locale, parce que c'est sûr que si on ne solidifie pas l'économie locale avant d'aller à l'international, on va avoir un problème. Donc c'est un beau projet, on attend de voir comment il va être mis, comment ça va fonctionner, et la plateforme devrait être lancée très très prochainement. On attend, c'est sûr qu'ils ont pas mal rushé le lancement de la plateforme, donc on va être indulgent aussi avec les petites erreurs qu'il pourrait y avoir, un petit peu comme le panier bleu, je vous dirais. Et enfin, sur une note plus légère, de la poutine et de la bière québécoise pour les Français. Donc, c'est un lien qui vous envoie vers un site transactionnel sur lequel les microbrasseurs et différentes entreprises proposent des produits québécois en France. Donc, plutôt une belle initiative. Et puis, ça nous rejoint pas mal dans l'équipe quand on parle de bière et de poutine. On est toujours partant. Donc, c'est une bonne nouvelle que les Français s'y habituent. Est-ce que vous aviez des questions sur ces news? Ça fait un petit peu le tour de l'actualité. N'hésitez pas à nous communiquer vos news aussi, on le dit chaque semaine. On aime bien donner des bonnes nouvelles locales, d'entreprises locales. Si vous avez des bonnes nouvelles, si vous avez une actualité que selon vous vaut le coup d'être partagé, notre but c'est de relayer un maximum de nouvelles, de vos nouvelles en fait. S'il y a des sujets qu'on a manqués, si vous avez des suggestions de sujets, si vous avez des suggestions dans le contenu, dans la forme, n'hésitez pas non plus. Il y a un petit sondage à la fin du webinaire qui vous permettra de nous faire part de tout ça. Est-ce qu'on a des questions, Jérémy? Donc, rebonjour Thibault. Donc, j'ouvre en fait le Q&A pour l'instant. Les questions se font rares au niveau de l'actualité internationale. J'en ai une de mon côté. Je me demandais, là, dans la situation actuelle, on fait un tour du monde où il y a quelques économies, où il y a des réouvertures de commerce. On parle que la crise a atteint l'Asie en premier, donc on doit supposer une relance plus rapide de ce côté-là. Puis la situation des Américains où c'est plus difficile en fait en termes de relance. Donc, est-ce qu'on doit repenser au niveau de la stratégie le marché, en sachant que le Canada et le Québec, la plupart des exportations sont dirigées vers les États-Unis?
C'est une bonne question en fait. On va l'aborder un petit peu dans le diagnostic international, dans ce qui est réévaluer ces activités. Je dirais que de façon générale, il y a 2 points. On dit toujours que dans l'exportation ou quand on va à l'international, c'est toujours bien de se focuser quand même sur un marché, surtout si c'est un premier marché. Après, ça fait longtemps qu'on sait et qu'on dit qu'il y a une vraie dépendance du Canada, de façon générale, du Québec aussi vers les États-Unis. 90% des exportations des PME se font vers ce marché. Donc c'est sûr que s'il y a une difficulté économique aux États-Unis et qu'on a peu de diversification de marché, on va en fait subir d'une façon indirecte la difficulté économique des États-Unis. Donc je dirais peut-être, c'est le moment en tout cas de réévaluer ces activités aux États-Unis, pas forcément de les arrêter, mais on sait qu'elles vont être un peu plus lentes à redémarrer, et de regarder peut-être des marchés européens ou des marchés asiatiques, si c'est possible encore une fois. On a eu la semaine dernière David Brulotte qui disait que les directions générales du Québec, et sans vouloir trop m'avancer, c'est un petit peu la même chose au niveau d'Affaires mondiales Canada, les trade commissioners sont à disposition pour vous aider aussi dans, dans ce choix et dans la pertinence un petit peu de votre produit sur le marché. Puis en ce moment, ils ont une vraie volonté de, comme d'habitude bien évidemment, mais encore plus en ce moment, de vous aider à trouver les opportunités sur les marchés internationaux. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Parfait, bon point. Au niveau des questions, j'en ai quelques-unes qui viennent d'apparaître. On a Guillaume ici qui pose la question, est-ce que l'on constate une remise en cause des traités de libre-échange, par exemple le traité avec l'Union européenne? À date, j'ai pas vu de remise en cause des traités. Le seul point qu'on a vu et qu'on a pu voir, c'est un petit peu les États-Unis qui traînent des pieds à officialiser le dernier accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce qui a été fait au niveau du Mexique et du Canada, pas encore. En fait, il a été ratifié dans les 3 pays. Maintenant, il faut qu'il soit publié et officialisé. Les États-Unis traînent un peu les pieds là-dessus. Mais c'est le seul traité qu'on a vu ralenti, mais parce que c'est un nouveau aussi traité. Mais le reste des accords de libre-échange est toujours maintenu. Après, on va voir comment ils sont réévalués, mais je doute qu'ils soient remis en cause. Parfait. On a également Frédéric qui se pose la question au niveau des perspectives avec les marchés africains. C'est vrai que c'est une réalité qui a été beaucoup moins publicisée ou discutée dans les médias. Donc, au niveau des marchés africains, on a toutes des nouvelles de notre côté. Je vous avouerai que je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'ai pas beaucoup de nouvelles. On sait juste que la vague de Covid est arrivée sur l'Afrique à peu près en même temps qu'elle est arrivée au Québec et au Canada. Donc, je vous dirais appliquer le même process en fait, le même processus, c'est-à-dire ben, plus tôt est arrivé le. D'ailleurs, c'est pas une vérité, hein, mais plus tôt est arrivé le Covid dans un pays, plus tôt il est censé se mettre en relance économique. Je peux juste vous dire ça. L'Afrique, on va garder un œil dessus, effectivement. Il est vrai que les projections en Afrique dues aux infrastructures et dues aux difficultés de beaucoup d'États dans la gestion sanitaire sont pas forcément très optimistes. Mais encore une fois, c'est une généralité. L'Afrique, c'est beaucoup de pays, c'est beaucoup d'États spécifiques. Il y en a qui vont mieux gérer que d'autres, donc c'est à suivre aussi, je vous dirais. On a Daniel ici qui a utilisé le chat pour poser sa question. Est-ce que vous avez de l'info contact pour rejoindre les Trade Commissioners? Oui, on a un contact pour les rejoindre. Je vous inviterai à nous communiquer avec nous dans un premier temps, puis nous, on va nous faire le relais à notre contact au niveau d'Affaires Globales Canada qui va pouvoir vous dispatcher. Pourquoi on fait ce processus-là? Tout simplement parce qu'en fonction du volume de demande, etc., les Trade Commissioners aiment bien qu'il y ait qu'on donne un saut un certain gage de pertinence du projet avant
qu'on relaie vers eux, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre projet. On va regarder avec vous et puis on se fera un plaisir de vous relayer vers Affaires mondiales. Et vous pouvez contacter Affaires mondiales directement aussi. Je pense qu'ils ont une plateforme dédiée là-dessus. On pourra vous donner le lien aussi. Parfait. Merci beaucoup, Thibault. En fait, ça clôture la première partie du webinaire. Donc, on va basculer vers le diagnostic international. Donc, je te laisse toute la place. Donc, je dois m'introduire moi-même. Comme je vous disais, en fait, on va rester un petit bout ensemble. Donc, je vais vous présenter un petit peu le diagnostic international. L'idée, c'est de vous présenter un programme, enfin en tout cas un processus de réévaluation de vos activités à l'international. L'idée, c'est êtes-vous prêt pour une relance à l'international et où en sont vos activités actuellement pour un petit peu limiter les risques. Donc en ayant dit ça, je voulais juste resituer le diagnostic. Un diagnostic, normalement, ça se fait idéalement au début de toute exportation. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à exporter? Puis, il y a tout un processus en place. On va se baser là-dessus pour faire le diagnostic international, mais on ne va pas faire ce diagnostic. On s'entend que les 3/4 des exportateurs, ou même tous les exportateurs, je l'imagine, ont déjà fait ce processus. Là, on est plus dans un processus de réévaluation, mais on va se baser un petit peu sur ces pratiques-là. Donc, comment réévaluer ces activités à l'international? Il est clair que vous avez tous des activités à l'international ou projetez d'avoir des activités à l'international. Dans un contexte de Covid-19, comment on réévalue les engagements qu'on a avec des partenaires, avec des distributeurs, avec notre chaîne d'approvisionnement? Comment on réévalue nos projections de vente? Comment on réévalue les marchés cibles? Bref, tout un tas de questions qu'on peut réévaluer dans ce contexte-là. Les essentiels, encore une fois, général d'un diagnostic avant d'aller à l'exportation, on regarde 5 aspects. Le premier, c'est la direction générale. Est-ce que l'ensemble des dirigeants sont prêts? Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'aller à l'international? Est-ce qu'on a les bonnes ressources au bon endroit? Dans la direction générale, bien évidemment. Tout ça. Ça, on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que je pars du principe que si vous êtes déjà international, si vous avez déjà fait vos devoirs à l'international, vous avez déjà fait cet exercice. Le deuxième point, par contre, production et approvisionnement, on va beaucoup plus le regarder. C'est-à-dire où est-ce que je produis, où est-ce que je m'approvisionne, où est-ce que je distribue aussi. Donc ça, on va regarder ça un peu plus en détail par la suite. Les finances, on le regarde, c'est-à-dire comment je budgète mon export. Est-ce que j'ai bénéficié des bonnes aides au bon endroit? Est-ce que j'ai fait levier de tout ce que je pouvais faire levier? Je pense que Benoît nous en parlera un petit peu par la suite de comment un peu mieux gérer ses finances en temps de crise. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un exercice que je vous invite à faire si vous n'êtes pas déjà à l'export ou si vous êtes déjà à l'export et vous ne l'avez pas fait. Simplement, budgétez votre export. C'est beaucoup plus facile à gérer et essayez de faire levier des différents programmes qui sont à disposition, que ce soit programme d'exportation au niveau du ministère de l'économie et de l'innovation du Québec ou CanExport au niveau du gouvernement fédéral. C'est 2 programmes quand même qui soutiennent très très bien les exportations. Donc faites cet exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Niveau ressources humaines, même chose, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes à l'exportation, vous avez normalement une structure à l'interne, des personnes dédiées à l'exportation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire clairement, à identifier les personnes qui sont clés dans votre exportation et de leur allouer du temps concret à ce projet d'exportation. Et enfin, produits, services et tout ce qui est marketing. On a un peu caché la fin de marketing, mais en tout cas, tout simplement, c'est ça aussi, on va le voir un peu plus en détail par la suite. L'idée, c'est de réévaluer qu'est-ce qu'on fait en termes de produits, qu'est-ce qu'on fait en termes de services et comment on market nos produits et nos services dans un contexte actuel. Donc, le premier exercice, je vous dirais, dans un contexte de Covid-19 où, bien évidemment, les transactions internationales continuent d'avoir lieu, les marchandises continuent de voyager, néanmoins, les humains sont un peu plus restreints.
et les capacités de production, que ce soit chez vos fournisseurs, chez vos clients, etc., sont aussi réduites. Donc, bien gérer déjà ces capacités de production. Vous avez, on est tous en confinement. Il y a des services qui sont essentiels, d'autres pas essentiels. On a eu des discours et des précisions du ministre de l'économie Fitzgibbons dernièrement qui disait que les entreprises, même non essentielles, pouvaient continuer à distribuer leur stock en respectant les consignes de distanciation sociale pour tout ce qui est entrepôt et distribution. Donc ça, c'est, si vous n'étiez pas au courant, c'est toujours une bonne nouvelle. Vous pouvez toujours continuer à distribuer vos stocks et à faire des ventes, ou en tout cas à honorer vos contrats si vous le pouvez et si vos clients le demandent. Mais je vous inviterai à bien réévaluer vos capacités de production. Et quand je dis capacité de production, c'est bien de regarder aujourd'hui, bien sûr, dans un confinement, mais c'est bien de regarder aussi lors de la relance économique. Il est clair que quand on va reprendre l'activité, on ne va pas la reprendre comme c'était juste avant la crise. Il va toujours y avoir des précautions d'hygiène, de distanciation éventuellement entre les personnes. Faites vos scénarios et essayez d'évaluer au mieux vos capacités de production et vos délais de production. Donc ça, c'est un premier exercice que je vous invite à faire, et celle de vos fournisseurs. Si vous avez des fournisseurs locaux, ils sont dans le même cas que vous, discutez avec eux, et si vos fournisseurs sont à l'international, encore plus, de voir un petit peu comment ils ont été touchés par la crise, quelles vont être leurs capacités de production. Est-ce qu'on en a déjà pas mal parlé de la chaîne logistique et de la chaîne d'approvisionnement lors du premier Café Export, mais un point essentiel, essayez de ne pas être dépendant que d'un seul fournisseur dans votre approvisionnement. Essayez d'en avoir au moins deux. Tout simplement, s'il y en a un qui a un problème, vous avez un autre backup et vous êtes moins dépendant sur votre chaîne d'approvisionnement. Donc, regardez bien ces deux paramètres. Chaîne logistique de distribution, c'est exactement le même processus, mais à l'inverse, c'est-à-dire une fois qu'on a produit, comment on distribue, qui distribue encore, est-ce que toutes les compagnies de logistique fonctionnent, quels sont les distributeurs et quels sont les délais de distribution. On s'entend que les frontières sont toujours ouvertes pour les marchandises, mais c'est un peu plus long. Il y a encore une fois des règles d'hygiène à respecter, il y a des vérifications qui sont peut-être un peu plus longues. Donc, vérifier un petit peu tout ça, ça va impacter, en fait, au final, tous ces éléments-là vont impacter votre cycle de vente et le moment où vous allez recevoir l'argent. Donc, c'est aussi, c'est une chaîne logique, ça va impacter votre cash flow, votre budget, vos besoins financiers. Donc, faites cet exercice. Essayez de revoir votre chaîne logistique aussi. Est-ce qu'il y a des moyens plus rapides? Est-ce qu'il y a des moyens moins coûteux? On avait, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a annoncé que Air Canada continuait à faire du fret aérien, notamment avec des avions de ligne réguliers. Est-ce qu'ils ont baissé leurs coûts? Est-ce que maintenant le fret aérien, vu que s'il y a une baisse de coûts, est-ce qu'il est plus intéressant pour moi? Réévaluer encore une fois. Beaucoup de paramètres ont changé avec ce contexte de crise. Beaucoup de gens, beaucoup de distributeurs essayent de s'adapter aussi. Donc, faites l'exercice de réévaluer tout ça. L'état des frontières, vérifiez l'état des frontières. Comme je vous le disais, la plupart des frontières sont encore ouvertes aux marchandises. Mais les contrôles d'hygiène et sanitaire sont beaucoup plus intenses. Donc, ça me crée des délais. Si vous avez de la matière périssable, prenez-le très bien en compte parce que il se peut que vous soyez impacté directement. Et n'hésitez pas à contacter des spécialistes là-dessus des marchés dans lesquels vous distribuez ou des partenaires comme EDC qui vont pouvoir assurer vos distributions, vos marchandises, des choses comme ça. Donc protégez-vous aussi, on va le voir un peu dans les risques un peu plus tard. Et enfin, le maître mot, peut-être juste avant de passer à la slide suivante, le maître mot en fait de l'ensemble de ça, c'est garder de l'adaptabilité, de la flexibilité des deux côtés. Donc, comme je le disais, plusieurs fournisseurs ou plusieurs distributeurs, ça vous permet, ou plusieurs modes de distribution, ça vous permet d'être flexible et adaptable. Maintenant, le deuxième point qu'on voulait aborder avec vous sur ce diagnostic international, et puis c'est aussi un point essentiel dans ce contexte, c'est
quel est votre modèle d'affaires actuel? Est-ce qu'il fonctionne encore dans ce contexte-là? Est-ce qu'il fonctionnera encore après crise? Essayez de prendre en paramètre que, encore une fois, l'après-crise ne sera pas comme l'avant-crise. On ne va pas tout de suite rebasculer sur un commerce comme il était avant. Les gens vont être beaucoup plus conscients de certaines choses. Bref, il y a plein de paramètres qu'on pourrait discuter qui vont être différents. Donc, repensez votre modèle d'affaires. Si vous n'avez plus la capacité de distribuer vos produits, ou en tout cas que votre modèle d'affaires ne fonctionne plus, comment est-ce que je peux m'adapter? Est-ce que je peux faire un pivot intéressant sur un service, sur un produit, sur quelque chose qui demande peut-être moins d'efforts logistiques? Et comment je le market? Donc le cycle de vente, j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, mais il est clair que votre cycle de vente, il est impacté. Vos fournisseurs vous demandent d'être payés, vous demandez d'être payé à vos clients. Vos clients sont un peu plus réticents à payer des commandes s'ils ne sont pas sûrs que ça va arriver. Ils sont un peu plus réticents de passer des commandes parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur client final. Bref, tout un cycle de vente à repenser. Benoît va en parler un petit peu, notamment pour ce qui est de la facturage et des solutions comme ça, juste après. Mais repensez votre cycle de vente et essayez d'être le plus objectif possible parce que ça va déterminer clairement votre cash flow et votre besoin de financement. Donc, l'ajustement de la proposition de valeur. Donc ça va un petit peu, ça fait un petit peu écho de ce qu'on a dit la semaine dernière sur, en fait, comment faire du démarchage commercial dans un contexte de crise. Parce que c'est pas vrai qu'on va tout arrêter au niveau de tout ce qui est business development. Donc, on veut approcher les gens, mais d'une façon plus humaine, d'une façon différente, plus par des canaux online, des choses comme ça. Donc, ajustez votre proposition de valeur en conséquence. Peut-être ajustez-la par rapport à un contexte particulier de Covid. Et essayez de revoir aussi votre mode de distribution. Ça va un petit peu avec le modèle d'affaires. Le mode de distribution, si vous avez un mode de distribution très terrain avec des acteurs où il faut, je ne sais pas, vous travaillez avec des transporteurs réguliers, est-ce que vous pouvez faire des plus petites commandes? Est-ce que vous pouvez passer par du commerce électronique? Si vous n'avez pas de e-commerce actuellement, commencez à y réfléchir si c'est pertinent pour vous dans votre industrie, ou si vous avez peut-être accusé un petit retard à ce niveau-là, c'est le moment de se mettre à jour parce que ça va être primordial. On a parlé la semaine dernière que la ville de Montréal avait un accompagnement là-dessus. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à regarder le contenu de la semaine dernière ou à nous demander le lien direct au niveau de la ville de Montréal. Il y a un accompagnement pour la mise en place de services de vente en ligne, donc n'hésitez pas à les contacter là-dessus. Et enfin, je vais finir là-dessus sur tout ce qui est outils, donc que ce soit au niveau du site web, du CRM, de vos outils de communication avec vos employés, avec vos fournisseurs. Il est clair qu'il faut réévaluer aussi tous les outils qui sont à votre disposition et vous équiper le plus possible pour être le plus en ligne possible dans ce contexte-là. Et on s'entend que la suite et la relance va aussi passer beaucoup par du en ligne, que ce soit pour du démarchage, que ce soit pour des meetings, que ce soit pour de la promotion. J'ai peu d'espoir que les salons commerciaux et les foires commerciales reprennent très rapidement en septembre ou en octobre. Donc prévoyez que les vraies rencontres physiques humaines avec beaucoup de gens début 2021 selon mon avis personnel. Évaluer vos marchés. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu cette introspection sur qui on est, on vous invite aussi à réévaluer l'ensemble de vos marchés. C'est-à-dire que l'ensemble des marchés, bon, bien évidemment, le contexte actuel, le Covid, la pratique des affaires va changer. J'en ai déjà mentionné un petit peu. La tendance économique, on était en forte croissance au Québec. On avait une croissance ça faisait des années qu'on était en croissance et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ce ne sera plus le cas. Même chose pour nos voisins.
Donc, prenez-le en compte dans les opportunités, les menaces. Faites une réévaluation de vos marchés. Basez-vous sur les réalités sectorielles, sur les évolutions des besoins, sur votre concurrence votre concurrence, en fait, là où vous aviez des concurrents très proches ou très directs, peut-être vont devenir vos meilleurs amis et vont devenir vos partenaires de la relance, en fait. Donc, réévaluez tout ça et faites une veille des meilleures pratiques de façon globale. Essayez, dans le ciblage de vos marchés, d'aller le plus possible, encore une fois, sur les économies résilientes. C'est là où la reprise va être la plus rapide. C'est là où le Covid a été peut-être aura le moins touché, ou en tout cas où il y aura eu des sécurités en amont pour limiter son impact. C'est là où il va y avoir des opportunités très rapidement. Maîtrisez vos risques. Donc ça, je ne veux pas mettre trop de temps sur maîtriser vos risques. Vous les connaissez déjà, surtout sur tout ce qui est les risques légaux et fiscaux. Vous avez des contrats, vous gérez vos taxes. Les risques financiers, Benoît va en parler par la suite pour maîtriser un petit peu tout ça. Politique économique, je fais la distinction politique économique en fonction des annonces qui sont faites, et puis c'est ce qu'on essaye aussi de vous faire partager dans la veille. Les risques politiques, c'est vraiment les décisions que vont prendre, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de protectionnisme sur certains États en fonction des politiques qui sont à la tête des États. Donc, nos voisins les plus proches, les États-Unis, étaient déjà dans une politique de primauté des entreprises locales. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un très fort renforcement là-dessus. Donc, prenez-le en compte dans vos risques et évaluez ça correctement. Au niveau économique, c'est exactement, enfin, on revient toujours sur les mêmes principes. Les économies résilientes vont être plus enclins à accepter les importations versus les économies en difficulté sur le plan local vont avoir beaucoup plus de mal, en fait, à justifier de l'importation, à moins qu'ils aient vraiment pas le produit ou qu'ils aient un besoin criant. Donc, réévaluez bien ça. L'idée, en fait, et puis ça va être la slide suivante, c'est de dire, OK, une fois que j'ai mes facteurs internes, donc je sais mes forces, mes faiblesses dans ce contexte-là, j'ai mes occasions, mes opportunités et mes menaces, c'est d'en dégager une stratégie, d'essayer de baser vos forces de vous baser sur vos forces pour aller saisir les opportunités, de minimiser vos faiblesses, et vraiment les deux cases importantes qui sont en rouge à regarder. Quand vous avez une faiblesse qui coïncide avec une menace, essayez de maîtriser vos risques et de vous en protéger. Donc tout ça pour dire que l'ensemble du processus, on a mis en place à la Chambre de commerce un service d'accompagnement sur ce processus de réévaluation de vos activités internationales. Donc le diagnostic international, on a un service gratuit en ce moment. Donc si vous avez besoin de réévaluer vos activités à l'international, si vous vous posez des questions, prenez contact avec moi. Il y a mes coordonnées à la fin de la présentation. Et quelqu'un de mon équipe ou moi, on va prendre contact avec vous pour faire cet exercice ensemble. Je pense que c'est important dans ce contexte de réévaluer ces activités internationales et surtout d'avoir un regard extérieur par rapport à ces activités. Vous les avez peut-être faites depuis des années et puis vous n'avez jamais pris le temps d'avoir un vrai pas en arrière pour avoir une vue d'ensemble. C'est peut-être le moment de le faire vu qu'il y a un petit peu un ralentissement des activités. Donc, je vous invite à le faire et puis je vais prendre les questions maintenant s'il y en a, Jérémy. Pas beaucoup de temps pour les questions pour le segment actuel, mais on a une question de Robert ici. Donc, en période de crise, je remets en cause mon modèle d'affaires. Faut-il procéder à des ajustements pour le pays ou le segment cible? C'est difficile à répondre de façon générale sans connaître ce que Robert fait spécifiquement, mais je dirais que potentiellement, en fait, déjà au niveau du segment, ça dépend quel segment vous touchez. Au niveau du pays, ça dépend comment il a été touché par le Covid. Et surtout, quelle est la part d'activité que vous avez à l'international sur ce pays. Si ça affecte grandement vos chiffres d'affaires, etc., il est probable qu'il faut essayer de pivoter et puis de trouver d'autres sources de revenus. Okay. Puis il y a Fanny qui a posé une question pendant qu'on parlait de foire commerciale. En fait, elle se questionnait au niveau de tes prédictions, Thibault. Au début de 2020, 2021, on parle de l'automne au niveau de la reprise des salons, ou on parle de janvier 2021? Là, je vais y aller avec mon feeling personnel. Là, il n'y a pas vraiment d'étude qui a été réalisée là-dessus, mais mon feeling personnel, c'est que ce sera
2021, il est très peu probable que les gens ont envie d'être dans une foire commerciale avec 5000 personnes dès septembre. Et je pense que le temps qu'on retrouve une stabilité sociale, ce ne sera pas avant 2021. Et d'ici là, il y aura probablement des foires commerciales en ligne. Et on va sûrement les tester pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est sûr que ce ne sera pas la même chose qu'en direct. Parfait. Donc, ça fait le tour, en fait, de la paire de questions et de ton intervention. Donc, je vais céder la parole rapidement à Benoît Marcoux de chez Desjardins. Donc, techniquement, on devrait avoir Benoît qui apparaît dans la seconde qui suit. Bonjour. Oui, donc voilà, on va pouvoir débuter. Donc, la parole est à toi, Benoît. Parfait, bien merci. Bonjour et bonjour à tous d'être en ligne. Bonjour à tous qui sont en ligne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à l'équipe de Café Export de la CCMM pour l'invitation. Je suis heureux d'être là ce matin pour parler puis échanger avec vous aussi. Là. On va avoir une période de questions à la fin sur les moyens pour passer à travers cette période difficile pour tout le monde. J'en profite pour saluer la détermination des entrepreneurs partout au Québec, puis à vous assurer que toute l'équipe du Mouvement Desjardins est là pour vous appuyer à travers ces moments qui sont difficiles pour tous. Donc, on va parler ce matin de commerce international. Évidemment, c'est le thème, puis il est frappé en plein cœur, c'est sûr, par cette crise-là. Ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est le volet financier des transactions de commerce international en deux temps. En premier, regarder les transactions qui sont déjà, comment on fait pour passer à travers la crise, pour les transactions qui sont déjà là et qui continuent de se faire. Puis deuxièmement, comment on peut préparer la relance qui s'en vient. On voit là, que l'économie commence à être un petit peu réouverte là, graduellement ces derniers jours. Donc, on peut commencer à se préparer certainement pour cette étape-là. Donc, comme je le disais, pour traverser une étape comme l'étape de la crise qui est là présentement, bien, il y a dans le fond, on a deux types de transactions parce que ça a été vite tout ça. Donc, on a plusieurs transactions qui étaient déjà en marche avant le début de la crise et qui ne sont toujours pas conclues. Évidemment, quand on parle d'international, les délais sont souvent longs. Donc, il y a plein de transactions qui sont encore en marche et qui étaient déjà là dès le début de la crise. Évidemment, il y a beaucoup de choses imprévues qui se sont produites, qu'on n'avait pas nécessairement, en fait, que personne n'avait planifié, je dirais. Et donc, il faut s'adapter beaucoup à cette nouvelle réalité-là pour réussir à finaliser les transactions. Puis, deuxièmement, bien évidemment, il y a les transactions qui continuent de se faire chaque jour. Il y a plein d'entreprises qui continuent de fonctionner, des fois à vitesse moins grande, d'autres fois plus rapidement même que dans certains créneaux. Donc, à chaque jour, il y a quand même des nouvelles transactions qui doivent se faire, malgré le contexte qui est difficile. Donc, après ça, quand on va parler de reprise, bien évidemment, on va parler uniquement de nouvelles transactions, comment les encadrer, puis on va aussi regarder un petit peu un survol des choix stratégiques. Thibault en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a plusieurs points de réflexion là, qui sont importants à prendre en considération pour la suite des choses. Donc, un des premiers enjeux dans le commerce international, c'est, même dans un contexte normal, c'est que d'un côté, on a l'exportateur qui craint d'envoyer sa marchandise et de ne pas être payé. Et de l'autre côté, on a l'importateur qui craint de payer sans recevoir sa marchandise ou la qualité qu'il a demandée. Donc, c'est le dilemme de base où on a deux positions un peu opposées. Il y a de l'intérêt de chaque côté, mais on n'a pas la confiance qui est en place, qui est suffisante, ce qui est peut-être des fois plus facile à avoir quand on travaille avec un partenaire domestique qu'on connaît mieux et tout ça, puis les délais de transport, etc., sont moins grands. Donc, pour réussir à concrétiser les transactions, il faut bâtir cette confiance-là entre les deux partenaires. Évidemment, dans le contexte qu'on a aujourd'hui, cette tâche-là risque d'être plus difficile que d'habitude. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec les modes de paiement, je résume un peu rapidement les solutions qui sont disponibles pour faciliter les transactions. Ce que vous voyez à l'écran à gauche, c'est les différents modes de paiement qui sont placés dans un graphique linéaire. Donc, si on se place dans la peau de l'exportateur,
Plus on est en bas à droite dans le graphique, où on a le client qui va payer d'avance, donc l'importateur qui va payer d'avance avant l'envoi de la marchandise, bien, plus l'exportateur est heureux, il n'a à peu près aucun risque. Par contre, plus on se dirige vers la gauche, donc vers le haut du graphique à gauche, bien là, c'est le contraire. On est à compte ouvert, donc l'exportateur est payé sur livraison et là, évidemment, c'est beaucoup plus risqué. Donc, les deux positions sont un peu opposées. Évidemment, pour l'importateur, le graphique est tout simplement l'inverse de celui-là. Lui, il va vouloir payer sur livraison et éviter de payer à l'avance. Donc, pour résoudre ce dilemme-là, finalement, puis arriver à faire une transaction, souvent, ce qu'on va trouver comme compromis, c'est, on peut rester, oui, on va trouver comme compromis la lettre de crédit. Donc, on voit à droite là, rapidement comment ça fonctionne. Dans le fond, tout simplement, c'est que les deux parties vont s'entendre sur des conditions et vont impliquer leurs institutions financières dans cette transaction-là. Donc, il va y avoir un contrat, la lettre de crédit, qui va être émis dans notre cas, par Desjardins, et qui va tout simplement indiquer que l'exportateur va être payé par la banque de l'importateur lorsque des conditions vont être rencontrées. Et par condition, on est dans la documentation, donc on entend des documents. Ça veut dire soit un certificat d'inspection, ça peut être une preuve d'embarquement au port de Montréal, n'importe quelle condition qui aurait été convenue entre les deux parties, qui aurait été mise dans le contrat, devient un élément de la checklist pour déclencher le paiement. Quand tous les critères sont remplis, à ce moment-là, le paiement se fait. Donc, ce que ça fait, c'est que ça devient un engagement des deux institutions financières qui sont engagées dans la transaction avec les deux, l'importateur et l'exportateur. Et ce que ça veut dire, c'est que l'exportateur est donc certain d'être payé s'il rencontre les critères qui sont établis. Et l'importateur, lui, bien, il a la garantie que les conditions vont être remplies avant que son argent soit envoyé à l'exportateur. Ça vient un peu résoudre le défi qu'on a à ce niveau-là. Évidemment, c'est un excellent moyen d'encadrer vos transactions en tout temps, ça c'est certain, mais comme je le disais, ce cadre-là, il est particulièrement utile dans un contexte incertain comme celui qu'on a actuellement. Évidemment, même présentement, même les entrepreneurs qui sont les plus prévoyants peuvent avoir des difficultés avec leurs transactions qui sont en cours, c'est évident. Je pense par exemple une entreprise qui est chez nous, qui a utilisé une lettre de crédit justement pour sa première vente à un nouveau client en Inde. Donc, c'est une belle approche. La marchandise est partie début mars, avant que tout ça se déclenche, est arrivée là-bas, les documents sont en règle. Par contre, on a un problème, la poste est fermée, toutes les communications au niveau postal sont fermées en Inde. Donc, il y a de la difficulté à acheminer les documents à la banque indienne. Évidemment, on va trouver des solutions, les gens travaillent là-dessus, ça peut se régler, mais ce que ça fait, c'est que ça entraîne des retards imprévus. Donc, même comme on le voit ici, même une transaction qui est très bien structurée peut achopper finalement dans un contexte comme ça. Ici, heureusement, le client veut quand même avoir sa marchandise, il veut la payer, notre exportateur veut lui vendre, donc on va clairement trouver une solution. En fait, notre exportateur, il est même supposé envoyer une deuxième cargaison ces jours-ci. Et là, la question, c'est est-ce qu'il le fait, sachant que la première n'est pas encore payée? Évidemment, ce n'est pas facile comme décision. Sans encadrement, je dirais qu'il est fort probable que ce deuxième envoi-là ne serait jamais fait. Puis probablement que la relation d'affaires serait très affaiblie par la suite. Mais là, comme on a un bon encadrement, c'est possible d'y arriver. On sait que c'est tout simplement une question de temps. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour le bénéfice de tous. Donc, on va pouvoir poursuivre la relation d'affaires après ça, probablement en grande partie parce que l'entreprise avait fait affaire avait utilisé ce type de paiement-là. Dans d'autres cas, on va avoir une lettre de garantie, par exemple, qui va pouvoir dédommager une des parties si l'autre ne respecte pas ses engagements. Donc, ça peut être d'autres types d'outils qu'on peut mettre en place pour encadrer vos transactions. Comme on le voit, il faut d'abord bien connaître ses droits, ses responsabilités en vertu des ententes qui sont signées. Dans une situation qui est imprévisible, comme celle qu'on traverse présentement, je pense que Thibault en parlait tout à l'heure, la clé, c'est la communication. Il faut absolument rester en contact avec vos clients et vos fournisseurs,
puis au besoin, négocier des amendements. Ça peut se modifier des lettres de crédit. Ce type d'entente-là, ça peut être amendé pour que les délais, les conditions soient réalistes en tenant compte du contexte. Donc, de cette manière-là, on peut ajuster le cadre légal de la transaction, ce qui va éviter d'avoir à exercer des clauses sans avertissement. Donc, on ne veut pas provoquer des conflits, si on veut, autour de l'activation des clauses, alors qu'évidemment, on est dans un contexte où c'est tout simplement impossible de rencontrer les délais qui avaient été convenus d'abord. Donc, dans tout ça, évidemment, nos spécialistes d'import-export peuvent vous aider dans vos négociations, donc n'hésitez pas évidemment à leur en parler. L'autre élément majeur à considérer pour les transactions, évidemment, c'est l'impact des retards et des défauts sur vos liquidités. La gestion des liquidités, c'est primordial dans une période comme celle qu'on vit présentement. Toutes les entreprises vivent des défis à ce niveau-là. Il y a différents programmes qui sont offerts actuellement. En fait, on est en adaptation continue du côté des institutions financières, des gouvernements pour faciliter le passage à travers cette période-là. Donc, c'est important de rester au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas le thème où je vais aller aujourd'hui précisément. Je pense qu'il y a une autre rencontre la semaine prochaine où il va en être question, justement. Vous pouvez évidemment essayer de négocier des meilleurs termes de paiement avec vos fournisseurs, vos clients. C'est une autre façon d'aller chercher de la liquidité. Par contre, le problème, c'est qu'ils ont probablement les mêmes problèmes que vous. Donc, ce n'est pas toujours évident à faire. Le concept est intéressant, mais vous risquez fort d'avoir une réponse négative quand vous allez demander à vos clients de payer plus rapidement ou à vos fournisseurs d'étirer les délais. Il faut plutôt vous attendre à des délais plus longs que d'habitude avant de recevoir vos paiements en provenance de vos clients. On voit fort probablement un 30 à 60 jours dans bien des cas. Probablement des défauts supplémentaires aussi. Et en même temps, vos fournisseurs vont plutôt vous mettre de la pression pour régler vos factures rapidement. Un des éléments qui peut être intéressant pour trouver des liquidités rapidement, c'est l'affacturage. L'affacturage, en bref, c'est une entente dans laquelle, dans notre cas, Desjardins achète vos comptes à recevoir, donc vos factures, si vous voulez. Ce qui vous permet de toucher tout de suite jusqu'à 90 % des revenus. Donc, dans le fond, vous faites votre vente. Le petit 1 qu'on voit, là, vous êtes à gauche, Desjardins est en bas et votre client est à droite dans le graphique. Donc, vous faites votre vente en 1, vous livrez la marchandise. Après ça, vous facturez en 2, c'est-à-dire vous cédez votre créance, dans notre cas, à Desjardins. Et par la suite, Desjardins va vous redonner tout de suite la grande majorité des fonds. Ensuite, c'est Desjardins qui va s'occuper de faire le recouvrement et d'être payé par votre client. Donc, évidemment, vous touchez l'argent tout de suite et après ça, votre client a les délais habituels pour payer sa créance. C'est un excellent moyen pour trouver des liquidités rapidement. Et en plus, un aspect qui est intéressant, ceux qui, parmi vous, ont des gros donneurs d'ordre ou des clients qui sont très solides financièrement, c'est vraiment intéressant parce que quand Desjardins va évaluer la créance qu'on veut acheter, finalement, en fait, le risque n'est pas sur vous, le risque est sur votre client. C'est lui qui doit payer la créance à partir de là. Donc, si vous avez des clients qui sont solides financièrement, ça devient un levier pour vous. Vous pouvez utiliser le bilan de votre client pour aller chercher des liquidités pour votre entreprise. Donc, je pense que ça, c'est un bel avantage de ce type de produit-là qui peut être utilisé pour vos transactions qui sont déjà en cours. On était dans cette section-là. Donc, les transactions, même si vous n'aviez pas prévu d'utiliser l'affacturage au départ, il n'y a rien qui vous empêche, pour une transaction qui est déjà en marche, de regarder cette option-là et donc d'accélérer la collection de vos comptes à recevoir. Donc, si on regarde l'affacturage, avec les amendements qu'on peut faire aux conditions de paiement qu'on a vu un petit peu plus tôt, c'est deux éléments qui peuvent vous aider à amener jusqu'au bout vos transactions sans avoir trop d'impact au niveau des liquidités. Ces solutions, évidemment, sont utiles pour les nouvelles transactions aussi, que vous continuez de faire en ce moment puis que vous allez faire dans les semaines, les mois à venir. Par contre, cette fois-ci, évidemment, comme on est conscient du contexte, on va pouvoir prévoir un peu plus ce qui avait l'air impossible il y a tout juste quelques semaines.
Donc, on va pouvoir ajuster notre stratégie et le processus en conséquence. La première chose à faire de votre côté, c'est revoir vos prévisions d'achat et de vente en tenant compte des impacts de la pause sur la demande pour vos produits, sur votre capacité de production, les délais plus longs, etc. Donc, évidemment, ça va varier beaucoup d'un secteur à l'autre. Il y en a qui sont en arrêt complet, qui vont avoir une pente plus abrupte à remonter. Il y en a d'autres qui sont en fonctionnement pratiquement normal, des fois même à plein régime. On pense à l'alimentation, la santé, entre autres, il y a des secteurs qui roulent beaucoup présentement. Donc, une bonne communication avec vos clients, vos fournisseurs va vous aider à préciser leurs intentions selon le domaine où vous œuvrez, puis leur propre capacité à vous approvisionner aussi dans le cas des fournisseurs. Et là, dans la même veine, il faut penser à ajuster votre portefeuille de couverture de taux de change et de matières premières. En passant, si vous n'avez pas de politique de couverture ou de portefeuille de couverture, bien, je pense que l'occasion est belle d'y remédier. Les dernières semaines nous ont montré que les marchés peuvent être extrêmement volatiles et évidemment, ça amène un risque supplémentaire pour les entreprises. Donc, comme les marchés sont volatiles actuellement, c'est encore le cas ces jours-ci, ça amène, oui, des risques, mais aussi des opportunités intéressantes pour vous. Une bonne politique de couverture va vous protéger puis va vous permettre de profiter des prix et des taux intéressants qui sont disponibles à certains moments. Et dans un cas de crise comme on vit actuellement, bien souvent, justement, on est capable d'aller chercher des taux plus avantageux dans certaines situations. Par exemple, les exportateurs, présentement, peuvent sécuriser des taux vraiment intéressants aux environs de 1,40 $ américain par dollar canadien pour les mois à venir. Bon, ça peut compenser, comme en général, ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient à avoir il y a à peine un mois, bien, ça peut compenser en partie la baisse prévue des activités. Donc, on va avoir des activités un peu moins élevées, mais peut-être plus profitables parce qu'on va être capable d'avoir un taux de change plus avantageux sur les exportations. Les entreprises qui ont des coûts élevés en énergie aussi peuvent profiter en ce moment des conditions intéressantes. La baisse marquée des cours pétroliers amène certaines opportunités qui peuvent être assez intéressantes. Ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas oublier d'ajuster à la baisse vos prévisions d'achat ou de vente. Si vous faites cet ajustement-là, si vous baissez vos prévisions, il est possible, si vous vous couvrez habituellement, que vous ayez trop de contrats à terme en place pour les prochains mois. Donc, il va être important de rééquilibrer le tout dès que possible. Par exemple, on peut reporter les sommes que vous ne pensez pas utiliser sur vos contrats à terme à des mois ultérieurs, afin que votre portefeuille de couverture reflète bien vos besoins dans le contexte d'aujourd'hui. Un aspect intéressant pour les importateurs en particulier qui ont acheté des devises dans les derniers mois, donc probablement aux environs de 1,30 $ US par dollar canadien, c'est que la valeur au marché de ces contrats à terme aujourd'hui, elle est positive dans le contexte actuel. Donc, si vous décidez de reporter, lorsque vous décidez de reporter une partie de vos contrats, bien, vous allez cristalliser la valeur positive que ces contrats-là ont en partie et ça peut vous donner, encore une fois, des liquidités supplémentaires immédiatement. Donc ça, je pense que c'est un bel, disons que c'est joindre l'utile à l'agréable. Vous ajustez votre politique, votre portefeuille de couverture et en même temps, ça va vous donner des liquidités. Donc ça, c'est surtout du côté des importateurs. Évidemment, on parle de liquidité, bien, ça va demeurer un facteur déterminant dans les semaines à venir et les mois à venir. Dans redémarrage, il y a le mot démarrage. Hein. Puis ce qui vous attend, dans beaucoup de cas, c'est une forme de mini-démarrage d'entreprise. Il y a des étapes qui sont déjà faites. Vous avez des employés, des clients, des fournisseurs, ça va, des équipements. Mais par contre, au niveau du fonds de roulement, la situation, ça se pourrait que ça vous rappelle des vieux souvenirs de vos débuts parce que ça risque d'être un peu serré. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà utilisé une grande partie de leur fonds de roulement. Vos fournisseurs vont, comme je le disais tout à l'heure, vont probablement exiger d'être payés d'avance ou rapidement dans bien des cas. Il est possible que vous perdiez des escomptes en raison des volumes de commandes inférieurs à ce que vous avez habituellement. De l'autre côté, vos clients vont vouloir étirer le plus possible les termes de paiement et vous pouvez malheureusement prévoir un taux de défaut plus élevé que la normale sur vos comptes à recevoir. Finalement, bien là, vous allez avoir les employés. Pour ceux qui, les employés avaient quitté, les employés vont être de retour, vont devoir être payés, ainsi que tout l'ensemble des coûts fixes, évidemment. Et ça, c'est sans compter les délais de livraison qui risquent de s'allonger un peu partout. Donc, le portrait, c'est que le stress financier va être réel pour beaucoup d'entreprises.
Pour y arriver, Thibault en a parlé tout à l'heure, il est primordial de prendre le temps de planifier rigoureusement les entrées et les sorties de fonds. Trouvez avec vos partenaires financiers des moyens de combler les écarts. Donc, parlez avec votre directeur de compte, entre autres. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs initiatives en ce moment. Il y a beaucoup de flexibilité dans bien des cas, donc on peut trouver des solutions. Encore une fois, il faut s'adapter. Il faut parfois modifier ses façons de faire. Il y a plusieurs solutions, donc profitez-en. Vous allez pouvoir donc peut-être redémarrer vos activités. Le but, c'est de ne pas manquer de liquidité puis de reprendre la vitesse. Dans quelques mois, les comptes à recevoir vont recommencer à rentrer et ça devrait être plus facile. Ensuite, comme on a vu un peu plus tôt, bien, il est fortement conseillé d'opter pour un mode de paiement plus prudent. Si jusqu'à il y a quelques semaines, un compte ouvert, ça vous semblait acceptable pour des transactions internationales quand vous exportez, bien, il est fort possible qu'aujourd'hui, une entente plus structurée comme celle qu'on a vue, la lettre de crédit par exemple, soit plus appropriée. Ces outils-là sécurisent les transactions et devraient vous permettre de mieux préciser le moment où vous allez recevoir les sommes qui vous seront dues, ce qui va vous aider justement dans votre planification. Finalement, la communication avec vos employés, votre directeur de compte, vos clients, vos fournisseurs, c'est vraiment un élément crucial dans la reprise pour la réussite de cette reprise-là. C'est cette communication-là qui va vous permettre de vous adapter rapidement tout en rassurant vos parties prenantes. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. On vient de voir ensemble des pistes de solutions pour faciliter les entrées de fonds. On sait que la COVID-19 a des effets temporaires. Elle a des effets en termes de retard, mais elle a aussi des impacts permanents. Donc, vous pourriez perdre des contrats, perdre des clients. Vous pourrez en gagner aussi dans certains cas. Il y a des cas des compétiteurs qui vont peut-être disparaître dans votre environnement. Il est possible que certains employés clés décident de ne pas revenir au sein de l'entreprise ou que votre chaîne d'approvisionnement soit affaiblie en raison des difficultés chez vos fournisseurs. Benoît, désolé de te rusher, on va avoir encore 1 minute, mais il va falloir conclure pour rester dans les temps. Merci beaucoup. Excellent. Donc, il est important de profiter de cet événement pour vraiment réfléchir puis remettre en question la façon dont on fait les choses. Il y a certaines entreprises qui vont voir des opportunités, qui vont avoir besoin de liquidité. Vous pouvez vous poser la question, vos projets d'investissement, d'acquisition, est-ce qu'ils doivent être modifiés? Votre chaîne d'approvisionnement, est-ce que vous gérez bien vos risques de marché? Donc, ce sont tous des éléments auxquels il faut réfléchir. Évidemment, pour réfléchir à tout ça, bien, souvent, c'est bien d'être entouré. Il y a plusieurs ressources, comme on mentionnait tout à l'heure. On pense évidemment pour l'international à Accélère, c'est sûr. On pense aux délégués commerciaux, aux organismes de développement des exportations qu'on appelle les ORPEX dans chaque région. Il y a EDC qui a plusieurs ressources. Chez Desjardins, on en a beaucoup aussi. Vous avez votre directeur de compte qui est appuyé par des directeurs de développement des services internationaux dans chacune des régions qui peuvent vous aider à analyser vos besoins. On a aussi un programme qui s'appelle Passeport Affaires qui vous donne accès à des partenaires francophones présents sur place dans plus de 50 pays. Donc, si vous cherchez à revoir votre stratégie, vous cherchez des fournisseurs, des canaux de distribution, on a vraiment toute l'aide possible pour vous aider là-dedans. Donc, à travers la crise qu'on traverse, ceux qui vont s'en sortir le mieux, c'est probablement les plus agiles. Donc, je vous invite à prendre en considération les éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui, puis en espérant que ça vous aide à passer à travers. Puis, je réitère évidemment l'appui de toute l'équipe chez Desjardins Entreprises pour assurer le succès de nos entrepreneurs. Alors voilà, si on a des questions, bien Merci beaucoup, Benoît. On va être un petit peu court pour les questions. Ce que je propose pour les questions, à moins qu'il y en ait des vraiment très pertinentes, très rapides. Sinon, ce qu'on fera, c'est n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et ce qu'on fera, c'est qu'on les fera suivre à Benoît qui pourra vous revenir par courriel ou par téléphone par la suite, si ça te va, Benoît. Oui, pas de problème. Super. On va, pour essayer de rester le plus possible dans les temps, on sait que votre temps est compté, on va conclure rapidement. La Chambre se mobilise comme toutes les semaines. Vous avez beaucoup de webinaires qui sont disponibles pour la Chambre. Je vous invite à suivre le webinaire sur le PCE qui aura lieu le 24 avril à 10 h. Il y a eu un tout petit changement d'horaire, je l'ai dit à 14 h, mais ce sera à 10 h. Donc la semaine prochaine avec EDC et BDC. Et on vous invite à suivre les prochaines éditions du Café Export
La semaine prochaine, on va parler de veille concurrentielle notamment. Et la semaine suivante, on aura une édition un peu spéciale sur la Chine avec la délégation générale du Québec en Chine et un témoignage d'entrepreneurs sur la Chine spécifiquement. C'est des marchés qu'on a dit qu'on allait suivre précisément. Donc, restez au fait des prochaines thématiques du Café Export. Et ce que je vais vous souhaiter, c'est une bonne fin de journée et n'hésitez pas à revoir ou diffuser les cafés export qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Chambre ou sur la page dédiée prochainement en ligne. Merci à tous. Mes coordonnées sont à la fin s'il y a quoi que ce soit en termes de questions et on vous invite à répondre au petit sondage pour conclure. Merci encore Benoît d'avoir participé au Café Export. Merci de ton temps et merci à Desjardins et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous.